Et voilà, en vous répétant que vraiment, il serait bienvenu d'activer vos caméras. Après, je ne vais pas crier ou me déconnecter, mais ce serait bien de le faire. Donc la séance de ce soir, elle est un Et- peu particulière, vous l'avez compris, on est là, on n'est pas avec... Ah, Clarisse, vous vouliez parler? Oui, oui, et c'est juste que je sais que j'ai des étudiants qui attendent qui n'ont Moi, pas j'en ai été plus admis là. pour Tout le... le monde Ah, bah est... écoutez, Ils doivent pas être sur le bon je lien, parce que j'ai revérifie. plus personne. Eh ben écoutez, je revérifie et je reviens vers vous quand il me dit. Donc, on est sur une séance un peu particulière parce que Emmanuelle, elle est journaliste. Je vais la laisser un peu plus se présenter quand elle va répondre à la première question, mais donc on n'est pas dans un contexte habituel où vous avez eu en gros soit des universitaires, soit des acteurs d'ONG ou de fondations qui interviennent dans la solidarité internationale, mais déjà, c'est intéressant de pouvoir aussi échanger avec des journalistes. On va y revenir parce que vous allez voir que ça va se croiser avec des questions dont on a parlé depuis le début de l'année. Et donc, elle a publié très récemment une deuxième édition de son livre. Donc, je vous ai envoyé la présentation là qui s'intitule Sœurs volées. Et donc, en fait, on va être un peu à un croisement entre plusieurs choses que vous avez vues ce semestre, à la fois la question des droits des peuples autochtones que vous avez travaillé avec Irène Bélier et Leslie Clou, mais aussi ça va se croiser. Alors là, avant qu'elle me tape sur les doigts, j'ai parfaitement conscience que le journalisme n'est pas de la communication, mais on va quand même croiser des questions aussi de communication éthique dont vous avez discuté, c'est-à-dire aussi comment on aborde des sujets sensibles dans le respect aussi des personnes qui sont concernées. Comment on travaille aussi sur les violations des droits humains. C'est des choses dont on a eu l'occasion de parler depuis le début de l'année. Et donc là, on est un peu aussi au carrefour entre toutes ces questions, dans un angle original qui est celui de quelqu'un qui est journaliste et donc qui travaille pas comme nous, de manière générale, mais qui a son propre angle. Et comme on se connaît bien avec Emmanuel et qu'on travaille régulièrement sur des sujets communs, on sait qu'on a aussi, on se pose des fois des questions similaires sur comment travailler, comment échanger avec des personnes victimes. Voilà, bref, il y a plein de questions qui peuvent être tout à fait communes, même si on n'a pas les mêmes objectifs et qu'on fait pas les mêmes choses. Alors, l'objectif de la séance, c'est elle va pas faire un cours, hein, on va échanger avec elle. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire et de réfléchir à des questions. Comme je suis sympa, je vais quand même commencer par poser une première question et j'en ai plein d'autres. Mais par contre, évidemment, il ne faut pas que vous hésitiez non plus à prendre la parole, à lever la main, à rebondir aussi sur ce que va dire Emmanuel pour lui poser d'autres questions, peut-être sans doute aussi plein de questions auxquelles je n'ai pas pensé, pour pouvoir alimenter la discussion. Et puis après, on a évidemment chacun des parcours, des vécus, des métiers différents et donc on n'a pas forcément les mêmes idées de questions. Donc n'hésitez pas du tout à prendre la parole, plutôt oralement que via le chat, ça sera un peu plus vivant. Et donc peut-être pour justement lancer la conversation, commencer par demander à Emmanuel aussi peut-être un peu de se présenter davantage que ce que j'ai dit, et de nous expliquer aussi peut-être ce qui l'a amené à réaliser cette enquête, à publier ce livre, donc qui porte sur la question d'un féminicide bien particulier, mais au Canada. Et donc, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet, à vouloir faire une enquête et un livre là-dessus? Bonjour tout le monde, je suis très contente d'échanger avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Moi, je suis journaliste depuis super longtemps, depuis, mon Dieu, 94, je crois. Aujourd'hui, je travaille chez Arte, pour la chaîne Arte, et je suis notamment chargée de tout ce qui est éducation à l'image. En fait, on est en train de développer un pôle d'éducation à l'image à partir des contenus d'Arte pour le public scolaire, mais pas seulement, aussi pour dans les festivals, pour un public adulte. Moi, je suis ça fait partie d'une de mes spécialités, l'analyse des médias, le décryptage des images. D'ailleurs, je m'en suis un peu servie dans Survolée. L'histoire de Sœur Volée et d'un autre livre que j'ai écrit ensuite qui s'appelle Le Centre du Monde et qui est paru aussi chez Lux Éditeur. J'ai écrit plusieurs livres, mais là, ce sont mes deux livres, entre guillemets, autochtones canadiens.
c'est que je suis arrivée au Québec en famille en 2011 pour y passer quelques années. Et j'ai découvert un peu par hasard, mais aussi parce que ça m'intéressait beaucoup les questions autochtones, mais j'ai découvert l'existence de donc, ce féminicide autochtone. Donc féminicide s'entendant ici non pas comme étant un acte individuel du meurtre d'une femme par son compagnon ou ex parce qu'elle est une femme, mais bien de son acception antérieure, celle qui avait été imaginée, théorisée par des chercheuses sud- et nord-américaines, et notamment Diana Russell, qui est l'idée d'une surreprésentation d'un groupe social de femmes parmi les femmes assassinées. Et donc là, quand je dis féminicide autochtone au Canada, je désigne le fait que les femmes autochtones au Canada sont surreprésentées parmi les femmes, les femmes assassinées. Voilà. Les chiffres sont spectaculaires. Le chiffre le plus bas, c'est que les femmes autochtones sont 7 fois plus à risque d'être assassinées qu'une femme non autochtone. Et le chiffre le plus haut, c'est qu'elles sont 16 fois plus à risque d'être assassinées qu'une femme blanche. Donc, c'est pas tout à fait le même. Pour comparer, en fait, ce serait de 7 à 12, entre 7 et 12 fois plus à risque d'être assassinée qu'une femme non autochtone au Canada. Donc voilà, ça pose tout de suite l'ampleur, l'énormité de la situation. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je vivais au Québec depuis plusieurs mois. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est depuis un an. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, ce qui a été extraordinaire, c'est que de découvrir l'énormité de la situation et le silence médiatique et le silence politique. Et donc, ça a évidemment allumé ma curiosité et j'ai commencé à enquêter. Il n'y avait pas de livre qui était paru sur le sujet au Québec. Et au Canada anglais, il y avait une plus grande sensibilité, mais il n'y avait pas eu non plus l'équivalent de ce que j'ai fait. Voilà, ça m'a pris, je pense, 2 ans. Et voilà, c'est comme ça que, pour répondre à ta question, Magali. Alors, peut-être ton livre, il part d'une enquête autour de l'histoire de deux adolescentes qui ont disparu. Et on a Ouais. l'impression pourtant que dès le début, tu avais l'idée que le phénomène était systémique ou en tout cas massif. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à choisir d'incarner quelque part cette question à travers une enquête autour de deux personnes plutôt que peut-être faire un ouvrage peut-être que ça, c'est mon vieux travers universitaire, mais qui aurait été plus académique, enfin, en tout cas, plus global sur le mécanisme. Qu'est-ce qui Ouais. t'a amené à choisir, et à choisir ces deux personnes peut-être en particulier? Alors, évidemment, effectivement, c'est, je pense, un réflexe journalistique ou une mécanique journalistique qui est de donner chair à un phénomène. Et en l'occurrence, là, j'ai eu tout de suite l'idée de prendre une histoire et que cette histoire représente 1000 autres histoires. Et donc, j'ai mené 2 enquêtes parallèles qui, à un moment, se sont croisées. L'enquête sur le fait divers, mais je dis ça au sens noble, c'est-à-dire la disparition de 2 jeunes filles, 16 et 17 ans en septembre 2008, et l'enquête sur le phénomène global. Et en fait, ça s'est croisé. Pourquoi? Parce que les familles dont les membres, notamment les membres féminins, disparaissent ou meurent, se politisent et que leur chagrin se métamorphose en action. Et donc, il se trouve que la maman d'une des 2 jeunes filles était devenue une activiste, euh, mais bien malgré elle. Enfin, je veux dire, c'était pas un choix à la base, mais elle est devenue activiste. Elle a fait partie de ces femmes qui se mobilisent pour comprendre et sensibiliser au féminicide autochtone au Canada. Et donc, vous travaillez sur une histoire et vous croisez inévitablement des mères, des tantes, des amis qui, à cause de cette histoire, se sont engagés pour défendre et lutter contre la violence faite aux femmes autochtones. Voilà. Donc j'ai effectivement mené ces 2 enquêtes de front et qu'elles se sont croisées. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que c'est rare dans une vie de journaliste, enfin je dis ça,
il me semble que c'est assez rare de commencer une enquête sur quelque chose qui est complètement obscur. Non, ça arrive, je pense, pour les journalistes d'investigation. Mais quand j'ai commencé l'enquête, je ne comprenais absolument rien. C'est-à-dire, je ne comprenais pas pourquoi les femmes, quelles étaient les conditions de ces assassinats, qui les tuait, pourquoi. Enfin, c'était très, très obscur et j'ai vraiment passé 2 ans à comprendre au fur et à mesure ce qui se passait, en rencontrant des universitaires, il y en a quand même qui travaillaient sur le sujet, en rencontrant par exemple Amnesty International qui a été très très en pointe sur le sujet au Canada, en rencontrant les familles évidemment, et en passant du temps dans le village et la réserve où se sont déroulés les événements de la disparition de Maisie et de Shannon. Et alors, tu disais justement, c'est un réflexe journalistique, mais pourquoi c'est un réflexe journalistique? C'est-à-dire, en quoi, à ton avis, qu'est-ce que ça permet d'incarner un sujet comme ça? Qu'est-ce que ça permet que ne permet pas un ouvrage qui serait, par exemple, plus global? Parce que je pense que toi, ça te semble évident, mais ça l'est pas nécessairement, en fait, en quoi ça marche mieux aussi. Oui, Euh, et d'ailleurs, le livre, je l'ai écrit de manière très, comment dire, narrative. Il y a un mot qu'on utilise dans le monde anglo-saxon qui s'appelle la non-fiction, la non-fiction. Et c'est l'idée d'écrire des livres qui ont comment dire, une écriture un peu romanesque, mais où tout est vrai. Euh, j'ai pas pensé ça, mais apparemment, c'est ce que j'ai fait. Enfin, à l'époque, c'était pas aussi. Le mot était moins connu, en tout cas dans le monde francophone. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de raconter une histoire. Quand on est journaliste, on doit raconter des histoires absolument vraies de bout en bout, évidemment, et vérifiées. Parce que c'est comme ça qu'on retient l'attention du lecteur. Et c'est notamment comme ça qu'on peut mobiliser un lectorat qui n'aurait pas lu le livre s'il n'avait pas été raconté de cette manière-là. Et il y a une troisième couche qui est que moi-même, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de raconter des histoires, mais pas juste de raconter des histoires, mais c'est de raconter des histoires qui racontent quelque chose. Donc, c'était une nécessité. Après, l'enjeu, c'était quelle histoire je vais choisir, entre guillemets. Et ça a été un vrai enjeu parce que je pouvais essayer de trouver des histoires qui n'avaient pas été médiatisées, et il y en avait énormément parce que peu d'histoires avaient été médiatisées. Et en fait, paradoxalement, j'ai choisi une histoire qui avait déjà été médiatisée, euh, notamment parce que la mère de Maisie, qui était de ma principale interlocutrice, il y avait 2 jeunes filles, 2 amies qui ont disparu en même temps, mais la personne qui s'exprimait là-dessus était la maman de Maisie. Et notamment parce que j'ai compris qu'il fallait que mon positionnement ne soit pas un positionnement descendant de journaliste qui vient regarder la misère, et qu'il fallait que on ait un rapport égalitaire, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dispose des codes de la communication, qui puisse manipuler. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai ressenti la nécessité que cette relation soit équitable. Et Laurie est une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui est éduqué. C'est une femme qui, à l'époque de la disparition de sa fille, était animatrice de la radio communautaire, qui a ensuite, aujourd'hui, par exemple, elle travaille pour le gouvernement fédéral du Canada pour les questions autochtones. Et en fait, c'était vraiment bien pour moi que mes questions ne soient pas un traumatisme, que elle soit préparée à recevoir ce genre de questionnement, qu'elle ait déjà réfléchi. Et ça a été génial parce je pense qu'on a à peu près le même âge, on a des enfants du même âge. Et donc, ça a permis de créer une relation que je trouvais très, très équitable. Et quand tu parles de communication éthique, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions autochtones, j'ai senti que ça allait être compliqué. Enfin, on m'a dit que ça allait être compliqué. Et notamment, on m'a dit quelque chose qui m'a fait peur, qui était, tu ne peux pas faire ça sans garde-fou éthique. Et ce sont des chercheuses qui m'ont dit, il faut que tu respectes les conditions de la recherche éthique. Et au Canada, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais il y a tout un canevas de règles à respecter quand vous vous intéressez aux questions autochtones.
pour qu'il n'y ait pas à nouveau un regard dominateur et colonial et une aspiration des connaissances, des données, des témoignages. Or, moi, je n'avais pas du tout les moyens, j'avais pas l'appareil. J'étais journaliste indépendante pour mettre en place un dispositif où il y aurait eu, par exemple, comme il y a beaucoup au Canada, des intervenantes psy au moment des auditions, dans les enquêtes sur les questions autochtones, etc. J'avais pas ça, j'avais juste moi. Et en fait, les journalistes, dont ils ont une déontologie bien sûr, mais ils se fabriquent aussi leur propre éthique. Et finalement, le fait de rencontrer Laurie, qui avait du répondant, qui avait déjà été interviewé, ça me permettait d'avoir le sentiment que ne m'étais, je ne me, comment dire, je ne me retrouvais pas à enquêter dans un milieu particulièrement vulnérable et qui aurait été complètement bousculé par mes questionnements. Alors, bah, ça m'amène. Ah, Léa, vous avez levé la main. On vous écoute, allez-y. Bonjour, merci Bonjour. pour discuter avec nous. C'est vraiment très intéressant. Je n'ai pas du tout terminé le livre, j'en suis qu'au début, euh, mais, euh, mais c'est très très intéressant. Et j'avais une question concernant un peu ce dont vous parlez. Donc là, on est sur l'approche avec les familles des victimes. Et moi, ma question, c'est comment justement cette approche, comment vous avez pu créer un lien de confiance, comment vous avez pu discuter, comment vous êtes entré dans la vie de ces personnes-là, sachant que, comme vous avez dit auparavant, bah, personne ne l'avait fait avant, personne ne s'est intéressé. Alors, j'imagine qu'il y a une distance au départ entre ces populations et vous. Et Mhm. comment vous en êtes affranchi de cette distance? Alors, il y avait quand même un journaliste qui avait travaillé sur le sujet. Il y avait eu des papiers très généraux où il n'y avait pas eu d'interview. Mais il y avait un journaliste qui fait l'objet, vous verrez, d'un chapitre du livre parce que il a bien travaillé. C'est le seul. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris l'affaire au sérieux. Il a fait des vraies interviews. Il s'est intéressé aux filles, etc. On pourra en parler plus tard, mais il y avait à l'époque un décalage médiatique phénoménal entre les filles blanches assassinées et les filles autochtones assassinées. Et l'approche, bah, d'abord, quand on est journaliste, on a quand même des techniques d'approche qu'on ne nous apprend pas, mais qu'on nous apprend pas. Moi, j'ai jamais appris comment approcher quelqu'un, mais simplement, voilà, on les développe. Euh, mais surtout, ce qui était étonnant, c'est que quand j'ai raconté autour de moi, dans mon entourage à Montréal, que j'allais travailler sur le sujet, tout le monde m'a dit ça va être un enfer. Tu es blanche, t'es même pas, à l'époque, j'avais pas la nationalité canadienne. Euh, les autochtones ne vont jamais te parler. Il y a même des gens qui m'ont dit les autochtones ne parlent pas, ce qui est extraordinaire. Ça va être très dur. Bon courage, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à prendre contact avec les milieux autochtones, les activistes, les familles, ça a été instantané, très rapide. Je me souviens d'échanges de textos sur Messenger avec Laurie où je lui dis j'aimerais bien écrire un livre sur la disparition de votre fille. Et la réponse est OK. Et donc après, c'est quand est-ce qu'on se voit? Enfin, et j'arrive dans la réserve, j'ai rendez-vous sur le parking. Je m'en souviens, c'était le jour parce que tous les ans, il y a ce qu'on appelle au Québec une vigile. En fait, c'est une traduction de vigil en anglais, et ça veut dire une marche commémorative pour Mézy et Shannon dans le village, à la fois sur la réserve et le village blanc qui est à côté, parce que ça s'est passé possiblement dans l'un ou l'autre des périmètres. Et il y a une marche commémorative tous les ans. Et donc, moi, la fois où j'ai rencontré tous mes interlocuteurs, c'était le jour de la marche commémorative. Et donc, on avait rendez-vous sur un parking. Et donc, je suis arrivée avec ma voiture après 5 heures de route et je suis sortie de ma voiture et voilà, bonjour. D'une simplicité, mais totale.
Surtout, ce qui me frappe a posteriori, c'est que cette idée que tu pourras pas y arriver, ça n'arrivera pas, ils ne te parleront pas, c'est aussi une manière de justifier pour le milieu québécois progressiste de ne pas avoir fait ce geste-là, d'aller les voir. Est-ce que vous Voilà. vous êtes mis dans une posture particulière où en fait c'était tout à fait naturel? C'était extrêmement naturel. Je viens, j'écris un livre, je veux comprendre ce qui s'est passé. J'ai appris que les femmes autochtones étaient sur-assassinées. J'écris un livre là-dessus. Point. Je pense que j'ai fait naître des espoirs, hélas, grâce à votre livre, on va enfin comprendre ce qui s'est passé, des gens vont parler, ce qui s'est pas passé, on ne sait toujours pas, et mon livre n'a rien changé. Enfin, je pense que mon livre n'a rien changé. Mais voilà, non, ça s'est passé de manière hyper simple. Et aujourd'hui, le paradigme est totalement différent, puisqu'il y a sur Radio-Canada, côté francophone, euh, comment dire, un sous-site de Radio-Canada qui s'appelle Espace Autochtone. Vous avez une rédaction dont c'est absolument le travail, qui ne fait que ça. Et aujourd'hui, être au courant de la culture autochtone, de l'activisme autochtone, venir soutenir des communautés qui font des barrages pour lutter contre la déforestation, c'est devenu très normal au Québec. C'est-à-dire on est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Quand j'ai commencé, c'était genre, qui sont les autochtones? Et aujourd'hui, c'est, comme m'a dit de manière rigolote une chercheuse, elle m'a dit, c'est rendu cool. Voilà, l'expression, c'est rendu cool de s'intéresser aux autochtones. Donc, mais à l'époque, c'était pas cool. Merci. Donc, le travail d'enquête, il se base beaucoup sur l'échange avec les personnes. Alors, tu as commencé à expliquer un peu comment tu approches les gens, mais en gros, c'est... euh, alors déjà, comment tu construis un maillage de témoignages qui te permettent d'avancer dans ton enquête et de passer d'une personne à l'autre et en même temps de gérer les attentes des gens. Enfin, ça, je dis ça aussi par expérience. Mais donc ça, c'est un vrai sujet. Et quand même, la construction de ta propre éthique aussi, c'est quoi les limites? Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que maintenant, effectivement, en plus, je pense que les choses ont encore évolué depuis le moment où tu as écrit ton livre. Et il y a un vrai sujet sur écrire ou parler ou s'intéresser aux questions autochtones sans être autochtone est devenu Ça, vraiment je un peux vous en sujet parler. Ouais, ouais, ouais. clé. Mais, Et, mais- ouais, vas-y, réponds. Et puis on non, non, verra non, après. mais parce que j'allais dire, attends, c'était quoi ta première, ta J'étais première sur la question? méthode d'enquête. Alors, Ah oui. sur les méthodes d'enquête, il y a la dimension entretien et donc comment tu construis ce maillage, comment tu échanges et comment tu gères la dimension peut-être de mener en parallèle l'enquête et l'écoute, puisque les gens ont besoin de parler, envie de parler, et toi, tu as quand même aussi un objectif d'enquête derrière, donc comment tu gères cet aspect-là et quels sont tes autres instruments d'enquête en fait? Mhm. Est-ce que tu fais des Alors, recherches? Est-ce que, voilà. là, on parle juste de la disparition de Mézières et Shannon, pas du phénomène global. Pour ce qui est de la disparition de Mézières et Shannon, j'ai eu une énorme frustration comme journaliste, qui est que je n'ai pas eu accès aux archives policières ou judiciaires. Euh, et ça, c'est une spécificité. Bon, d'abord, peut-être parce que je n'avais pas forcément tous les outils. Aujourd'hui, je ferai une demande d'accès à l'information, par exemple, qui est très connue, qui se fait très couramment au Canada et dont moi j'ignorais, je pense, l'existence à l'époque. Qui est que vous pouvez, si la famille est d'accord, demander des pièces, demander des éléments d'une enquête. En France, c'est beaucoup plus compliqué, mais en France, il y a beaucoup plus d'informels. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà enquêté sur des faits divers où il suffisait que j'appelle un avocat et il me disait, c'est bon, je vous envoie le PV, quoi. Et donc, ça, c'était au Canada, c'est beaucoup plus rigide. Donc, vous appelez, je crois que j'ai envoyé 10 mails à la police québécoise pour avoir des entretiens avec eux, à qui, à chaque fois, je mettais de moins en moins comment dire, d'exigence, quoi. Je disais, je veux juste vous rencontrer, je veux juste parler avec vous. Et c'était impossible, parce que l'enquête était en cours et vraiment, c'était impossible. Alors qu'en France, je pense que j'aurais pu réussir à avoir des infos. Donc ça, c'était méga frustrant. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé d'abord les témoignages de la famille. Bon, donc ça, c'est très simple. Vous allez voir la maman qui vous dit d'appeler la grand-mère. Vous allez voir la grand-mère qui vous dit où habite l'autre grand-mère.
J'ai le souvenir, par exemple, que j'arrive pas, il y a une femme que je dois absolument voir, j'arrive pas à la joindre, ou j'ai pas son numéro, ou je sais pas, et j'arrive directement chez elle. On est en plein hiver, je me souviens que le Québec est entièrement verglacé, c'est après une tempête de verglas, donc on risque de se casser la jambe dès qu'on met le pied dehors. Et bref, j'arrive chez elle, il y a son gros chat, je le raconte dans le livre, il y a un énorme chat qui m'empêche de passer, de rentrer, je toque à la porte. Et une grand-mère, il y a deux grand-mères dans l'histoire, et elle est particulièrement pas aimable. Et elle me dit, je dis bonjour, j'écris sur Shannon. Et elle me dit, vous enlevez le chat et ensuite vous pourrez rentrer. Voilà. Donc j'ai pris le chat, je l'ai enlevé et je suis rentrée. Voilà, ça fait partie des choses voilà, très simples. Je suis rentrée, elle m'avait jamais vue, elle savait pas ce que je faisais, j'avais pas pu la joindre, ça ne lui avait pas été raconté, je pense. Et donc je lui ai tout dit et ça s'est fait comme ça, sans autre. Voilà, donc j'ai aussi rencontré la police de la réserve. J'ai rencontré longuement le chef de la communauté autochtone. Et voilà, là, ça se fait de manière très, très simple. Et un jour, j'ai rencontré Maria, qui est la tante de Mézi, et elle avait de la doc. Elle avait photocopié les signalements qu'elle avait faits, etc. Donc là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec un peu plus de matière. Voilà, mais ça s'est fait de manière très fluide en fait, avec une autre frustration qui est que je n'ai pas rencontré les amis ou juste peut-être une ou deux de Mézi et Shannon parce que c'est une génération qui ne voulait pas me parler. Et là, par contre, ça, j'ai pas réussi. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus maligne parce que je connais mieux le pays. Mais là, je n'ai pas réussi à rencontrer les amis. Mais par exemple, j'ai pu avoir accès aux réseaux sociaux de Mézi et de Shannon. Ça m'a nourri. Enfin voilà. En gros, je sais que j'ai pas répondu à toutes tes questions, mais au moins j'ai répondu à celle-là. Merci beaucoup. Mais avant de passer sur la question, ce que tu disais, c'est-à-dire comment tu as relié ça au phénomène systémique, j'ai vu qu'il y avait Tiffany qui avait levé la main. Ah, on Oui, a perdu Tiffen. Tiffany. Je la viens de la voir en plus. Oui, moi aussi, il y a une seconde. Mm. Le temps qu'elle nous rejoigne, du coup, comment tu travailles sur la dimension plus systémique ou plus... Enfin, en gros, le phénomène macro et comment tu fais pour relier les deux ensemble et est-ce que ça colle bien? Parce que c'est ça aussi, des fois, peut-être le problème. Ah bah non, mais ça, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est que en fait, ça se rejoint à un moment où je comprends que Laurie, la maman, est elle-même impliquée dans la lutte pour la reconnaissance du féminicide. Et donc, à ce moment-là, tout se relie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout ce que je pouvais lire et il n'y avait pas beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire, du coup, j'ai étendu mes lectures bien au-delà de la question du féminicide parce qu'il fallait que j'apprenne tout sur les questions autochtones au Canada pour comprendre le féminicide. Donc, j'ai lu des bouquins d'histoire, j'ai lu tous les articles de chercheuses qui existaient, qui se rapportaient de près ou de loin à cette question. J'ai rencontré beaucoup les gens d'Amnesty International, comme je disais. Voilà, je suis sûre que j'oublie des choses parce que c'est il y a quand même 10 ans, mais un peu plus que ça, même 11 ans, 11-12 ans. Mais voilà, j'ai lu et j'ai rencontré. Ce qui était bien, c'est que j'avais pas de deadline, c'est-à-dire que je travaillais un peu à côté. À un moment, j'ai complètement arrêté de travailler d'ailleurs, mais j'ai fait plus que ça. Mais je me suis dit, je continuerai tant que j'ai pas suffisamment de choses, je travaille quoi. Et c'est l'intérêt du bouquin par rapport à un article. Et donc, j'ai mené les deux enquêtes en parallèle, l'une nourrissant l'autre. Et voilà. Oui, il y avait quand même des choses qui avaient été faites, notamment il y avait un rapport de 2004 d'Amnesty International précisément sur le féminicide autochtone, par exemple. Et de manière complètement par hasard, pendant que j'écrivais, j'étais en fin d'enquête. La gendarmerie nationale du Canada, la gendarmerie royale du Canada, ce qui veut dire en gros la police nationale, a sorti il y avait quand même des pressions parce qu'elle a sorti un rapport sur les femmes autochtones assassinées ou disparues, qui a été un coup de poing, quoi. Vraiment, c'était extraordinaire parce que les comptages de la GRC, la gendarmerie royale, le nombre de femmes assassinées
entre 1980 et 2012 était plus important que le comptage réalisé par les organismes de femmes autochtones. Et donc, ça a été une grande étape, quoi. Et donc, j'ai pu profiter de ce rapport et j'ai interviewé, je me souviens, des gens de la GRC, voilà. Mais en fait, comment dire? Quand j'ai fini le livre, j'étais hyper insatisfaite. Très, très insatisfaite. Je n'avais pas eu d'accès à des documents policiers, j'avais pas eu d'accès aux policiers, à la justice. Enfin, comme journaliste, j'étais hyper frustrée. Et j'ai quand même sorti le livre et il a eu un écho énorme auquel je m'attendais zéro. Parce qu'en fait, malgré le peu de ce que je considérais comme étant insuffisant, c'était quand même une information, puisque il n'y avait pas de journalistes qui enquêtaient là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vois que Léa a levé la main. Allez-y, Léa. Merci. Alors, j'ai deux questions pour rebondir à ce que vous venez de raconter. D'abord, concernant la frustration, comment on fait pour, dans le cadre de ces enquêtes qui sont très prenantes et très émotionnelles, comment on fait pour arriver à gérer cette frustration et savoir mettre une distance entre l'enquête et soi? Et par rapport au fait que finalement, même si, bon, du coup, petit spoiler sur le livre, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas de, on sait pas D'explication? ce qui s'est passé. Euh, il a quand même servi, comme vous dites à la fin, les informations vont circuler. Et est-ce que donc vous considérez que c'est un peu du journalisme de plaidoyer comme livre? Alors, sur les émotions et la frustration, sur la frustration, je vous ai dit un peu. Sur les émotions, oui, c'était particulier parce que j'étais toute seule à enquêter. Je n'étais pas dans une rédaction. J'avais une éditrice qui était très chouette et qui me soutenait. J'ai eu des moments où j'avais l'impression, et je crois que je le dis dans le livre, d'être aspirée dans un trou noir. C'est-à-dire que ce que je découvrais était encore pire que ce que j'avais découvert la veille. Et je me souviens notamment d'un jour, et ça fait l'objet d'un chapitre, où je vais à un rassemblement de femmes autochtones qui parlent entre elles de la violence dans les communautés, donc la violence intracommunautaire. Et du coup, domestique, familiale, entre autres. Et je découvre à cette occasion, parce que donc je dis ça, mais non, il était aussi question de la prostitution, je découvre à cette occasion l'ampleur de la prostitution dans le monde autochtone. Donc, c'est pas une prostitution choisie, hein, c'est vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. Enfin, certaines peut-être, mais c'est très minoritaire. Et je ressors de cette journée absolument bouleversée. Et là, je fouille et je découvre de la recherche sur notamment la prostitution. Et notamment le fait que dans certaines communautés, c'est rare, il y a même de la prostitution par les parents. Enfin, voilà, c'est des endroits qui sont tellement euh, anomiques. C'est des endroits où la violence de la colonisation et notamment les pensionnats ont tellement déstructuré les familles que ça donne des résultats catastrophiques. Mais ça, c'est quand même c'est un peu paroxystique comme situation. Mais bref, je me souviens que je découvre tout ça et que j'ai l'impression de m'enfoncer dans une noirceur totale. Après, euh, il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que les journalistes ont tendance à faire part de leurs émotions dans leurs livres, à raconter un peu leur histoire. Ah bon, parfois, je trouve que c'est justifié, parfois, je ne trouve pas. Et moi, je me serais jamais permise de faire part, je le dis un peu, de mes émotions, parce que ma situation comparée à celle qui est vécue par les gens que je rencontre, c'est ridicule, quoi. Il n'est pas question que je parle de moi, de ce que ça me fait. Donc, je dis un tout petit peu à un moment que j'ai l'impression d'être une correspondante de guerre dans un pays en paix, en fait, hein, tellement c'est violent. Mais voilà, j'en rajoute pas. Voilà, ça c'est pour l'émotion. Pour ce qui est du journalisme de plaidoyer, eh ben, je vais te dire, je n'ai jamais entendu cette expression. C'est la première fois que je l'entends. Elle doit exister, hein. Et c'est ce que j'ai fait de fait, mais je ne l'ai jamais conscientisé en fait.
Et mon livre, il est très peu théorique. Et d'ailleurs, j'ai ajouté un chapitre de mise à jour que j'ai écrit l'année dernière, qui fait à peu près 50 pages. Et je me suis un peu déplacée, c'est-à-dire que il y a des aspects systémiques que je comprends mieux, que je vois mieux. Euh, j'ai absorbé un peu plus de théorie féministe. Mais à l'époque, c'est un livre de journaliste. Et c'est pas un livre, mais c'est juste que les faits, disons, parlent pour eux-mêmes. Bon, il y a quand même de l'analyse engagée, mais voilà, j'ai plus l'impression d'avoir fait mon travail de journaliste qui est engagé par le fait même qu'elle s'intéresse à ce sujet-là, quoi. Mais après, ça a eu un effet de plaidoyer, effectivement, parce qu'au Québec, le livre a eu un très gros impact. Merci beaucoup. Je crois que Tiffany va essayer de poser sa question, c'est qu'elle a un petit souci de connexion, mais on va l'entendre même si on ne la voit pas, je pense. Allez-y, Tiffany. Bonsoir, oui, je suis désolée, ma connexion n'est pas très stable, donc je ne peux pas allumer ma caméra. Tout va Bah, bien. merci de prendre ce temps avec nous. Ma question, c'était comment est-ce que vous avez travaillé avec surtout la mère, parce que du coup, vous avez entendu beaucoup de gens, et comment est-ce que vous avez réussi à faire un livre? Parce que je pense qu'elle avait une attente spécifique, enfin peut-être pas forcément, mais en tout cas, elle attendait peut-être à quelque chose. Et comment est-ce que Mm. vous avez peut-être travaillé en aller-retour avec elle, ou en tout cas Mm. en prélecture voilà. Oui, c'est une très bonne question. Puis là, je vois aussi que Médina demande comment parvenez-vous à trouver le juste milieu entre l'empathie et la rigueur? Alors là, c'est une question, mais redoutable, quoi. C'est très, très compliqué. C'est une très bonne question. Euh, alors, Tiffaine, oh là là, mon Dieu, je suis fatiguée. J'ai déjà oublié ce que tu viens juste de me demander. Redis-moi. Euh, com- Comment est-ce que vous avez travaillé avec la famille sur l'écriture? Ah oui, Comment est-ce qu'elle a pu relire ou pas avant? ouais. Alors, les journalistes ne font pas relire. Je dis la grande règle générale. C'est pas, encore une fois, rien n'est écrit, hein, c'est une déontologie dans la pratique. Normalement, on ne fait pas relire, disons, c'est règle générale, on ne fait pas relire. Règle particulière, on fait relire juste les citations, éventuellement, quand c'est sensible. Euh, je ne me souviens pas du tout avoir fait relire les citations. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je suis pas sûre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que quand le livre, alors sachant que je précise un truc, c'est que j'écrivais en français et que je travaillais en anglais, c'était une communauté anglophone. Et donc je savais que pourraient pas lire certains pourraient pas lire le livre. Il y en a qui sont bilingues, mais quand même pas beaucoup. Après, il a été traduit en anglais, mais à ce moment-là, je ne sais pas qui va être traduit. Et donc, je me dis, comment je vais faire pour que Laurie, qui est mon interlocutrice numéro un, elle se sente pas dépossédée du bouquin qui sort. Elle peut pas vraiment le lire. Il y a des tas de citations d'elle. Enfin, c'est quand même bizarre. Donc, je me souviens, je suis partie avec le manuscrit imprimé avant qu'il sorte, que le livre sorte. J'ai pris ma voiture. Je suis partie. J'étais avec le père de mes enfants. Je me souviens qu'il m'a accompagnée. Et on s'est donné rendez-vous dans un café dans la réserve et je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, ça c'est le chapitre 1. Voilà ce que je raconte dans le chapitre 1. Ça, c'est le chapitre 2. Voilà ce que je raconte dans le chapitre 2. Et je lui disais, là, tu dis ça, etc. Je me souviens qu'à un moment, je parle du fait que sa fille était vraisemblablement bisexuelle et qu'on en avait beaucoup parlé parce que, en fait, dans les communautés autochtones, c'est beaucoup moins, à l'époque déjà, enfin, ça fait partie, si vous avez travaillé sur les autochtones, vous le savez, que traditionnellement, l'orientation sexuelle, c'est pas du tout un enjeu et qu'il y a toujours eu dans les communautés autochtones des gens qui se disent non-binaires, mais depuis la nuit des temps. Et on m'avait dit, ça faisait partie de la vie de Mésie, 16 ans, qu'elle avait eu des relations avec une fille et un garçon, et qu'elle se revendiquait, on appelait ça, je me souviens, free spirit. Enfin, les gens me disaient tout le temps, she's a free spirit. C'est un esprit libre. Et donc, je l'ai mentionné parce que ça faisait partie du portrait. Et je me disais, j'avais une intuition que ça allait pas trop plaire à Laurie. Effectivement, elle a un peu tiqué. Mais voilà, je lui ai dit, voilà, je le dis. À un moment, j'évoque le fait que je lui ai dit, je pense que ça va pas te plaire, mais je le dis. Et elle a tiqué, mais elle n'a rien dit. Donc voilà, pendant 1 heure, je lui ai raconté tout ce qu'il y avait dans le livre en essayant de traduire, en gros. Euh,
En fait, quand vous êtes journaliste, si vous faites tout relire, alors vous pouvez faire relire les citations. Moi, en fait, mon principe, c'est que je fais relire les citations aux gens vulnérables ou aux gens dont je pense que ça peut les mettre en difficulté. Je me souviens pas du tout si je l'ai fait pour ce livre, mais j'ai dû le faire. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait, mais j'ai aucun souvenir de ça. Et on est aussi, mais là c'est une contrainte, quand on interroge des gens de pouvoir, donc à l'autre extrême, souvent ils demandent de relire. Mais c'est pas déontologique. C'est pas super. On le fait, mais c'est pas super. Et ce qu'il faut absolument pas faire, c'est leur faire relire l'entièreté d'un article, par exemple, ou d'un livre. Et je vous dis ça, et au moment où je vous le dis, je m'aperçois que je l'ai fait, parce que le deuxième livre que j'ai fait sur les questions autochtones, qui s'appelle Le Centre du Monde, et dont le personnage principal est un député autochtone, je lui ai fait relire tout le livre. Mais pourquoi je l'ai fait relire? Parce que je savais qu'il avait une immense conscience de ma liberté, de la nécessité de me laisser la liberté dans mon expression, et que j'avais par ailleurs besoin qu'il corrige des choses, enfin qu'il vérifie que je n'avais pas écrit de bêtises factuelles. Et donc, il a complètement respecté, c'est-à-dire qu'il m'a dit, je suis pas tout à fait d'accord avec certaines de tes analyses, mais je ne te dirai même pas desquelles il s'agit. Et par contre, tu t'es trompé, mon collier, il n'est pas en cuir, il est en je sais pas quoi. Et j'habitais pas là, mais j'habitais dans la rue d'à côté. Voilà. Mais ça, c'est pas censé se faire. Parce que sinon, ça veut dire que vous vous mettez, voilà, ce sont les gens dont vous racontez, sur lesquels vous racontez des choses en toute indépendance, et là, vous vous mettez en situation de dépendance. Je vois qu'il y a une autre question. Ah bah non, c'est la question de Médina sur empathie, rigueur. Énorme problème, parce que moi, j'ai une nature, je suis naturellement très empathique. Et c'est aussi pour ça que j'obtiens, je pense, des bonnes interviews, y compris dans des situations compliquées. Mais par contre, effectivement, il y a un problème de rigueur et il y a même un problème d'autocensure. Par exemple, on m'a dit des choses sur Laurie que je n'ai pas racontées et qui nuisaient à son image, mais je ne pouvais pas les vérifier. Et surtout, j'avais pas envie de la confronter à ce qu'on m'a dit d'elle sur cet aspect précis que, évidemment, je ne vous dirai pas. Et donc là, c'est pas une matière, enfin, le journalisme, c'est pas une science exacte, et donc on gère avec ça sa propre morale. Et je me suis dit, bon, bah ça, j'en parle pas parce que je peux pas le vérifier. Euh, c'est hyper touchy, ça n'ajoute rien à l'histoire. Voilà. Donc on est en permanence en train de négocier avec soi-même. Mais au fond, je dirais que ce qui me guide, c'est l'honnêteté. Je crois pas du tout à l'objectivité ou à la neutralité journalistique, c'est totalement chimérique, mais par contre, enfin, ça n'existe pas, mais par contre, je crois à l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc c'est ça qui me guide. Merci beaucoup. Virgile, si vous voulez poser votre question, allez-y. Oui, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir, les familles que vous rencontrez, est-ce qu'elles cherchent des condamnations criminelles ou, comment on appelle, des réformes dans la manière dont les décisions sont rendues? Vous voulez dire des réformes de la justice ou de la Oui, police? oui, Absolument, mais ça, alors, je sais c'est bientôt, il est moins 10, mais que je peux vous dire rapidement, c'est qu'en fait, il y a eu euh, une énorme enquête fédérale sur les disparitions et les assassinats de femmes autochtones au Canada, qui s'est déroulée entre 2017 et 2019. Une enquête indépendante, c'est-à-dire menée par des personnalités autochtones, financée par le fédéral, mais pas orientée. Et évidemment, l'objet, c'était la réforme. Donc, réformer la formation des policiers, réformer les procédures judiciaires, faire que les policiers, parce que les policiers, par exemple, le gros problème, vous lirez dans le livre, c'est que ils enquêtaient moins bien sur les femmes autochtones parce qu'ils disaient, mais elles ont fugué, elles ont bu, elles se prostituent, on n'a rien à faire là-dedans. Enfin. Et donc, il y a un énorme effort qui est fait en ce moment au Canada pour former les policiers aux questions autochtones, éviter le racisme systémique qui est très puissant. La justice autochtone, la justice traditionnelle autochtone est favorisée aujourd'hui. Par exemple, vous avez des hommes
autochtones qui vont être coupables d'agressions sexuelles et qui n'auront pas les mêmes peines s'ils sont jugés selon la justice restaurative autochtone. Donc, en fait, il y a un mouvement en ce moment du côté de la police, de la justice et des institutions de santé de tout ce qui est du travail social pour être beaucoup plus sensible et bien accueillir les questions de violence faites aux femmes autochtones. C'est un mouvement qui est en cours, mais qui est encore, qui ne règle pas le féminicide, parce que le féminicide est toujours aussi fort. Il y a toujours autant de femmes qui sont surexposées à la violence, mais juste la société est en train de bouger pour que leur situation soit davantage prise en compte. Mais c'est une grosse question postcoloniale, systémique, hyper complexe. Bon, merci. La deuxième question, c'était de savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y a une différence entre le rapport de la Gendarmerie royale du Canada et les organismes. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Oh, bah, c'est très simple, c'est que les organisations de femmes autochtones, elles s'inspiraient pour faire le comptage c'était pas hyper. Elles s'inspiraient de tous les articles qu'elles avaient pu. Donc, elles cherchaient des archives dans la presse et dans les témoignages des familles. Mais elles n'avaient pas accès à toutes les archives policières. Donc, elles loupaient évidemment plein de cas. Et donc, la gendarmerie, elle, évidemment, à l'époque, le chiffre qui est sorti à l'époque, il est très en dessous, vraisemblablement, de la réalité. Parce qu'à l'époque, on ne notait pas systématiquement l'ethnie des victimes. Aujourd'hui, je pense que ça se fait plus, ce qui ne se ferait pas du tout en France d'ailleurs. Et donc, la police, enfin la gendarmerie en l'occurrence, avait accès à des chiffres beaucoup plus importants et fiables en fait. Merci. Merci beaucoup. Là, tu évoquais du coup l'enquête de l'ENFADA. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à préparer une deuxième édition de cet ouvrage ou est-ce que c'est d'autres raisons ou c'est des raisons mélangées? Ouais, Et on a bien compris que c'était une édition qui était augmentée, c'est pas juste une ouais. deuxième publication. Euh, Oui, elle est augmentée au début, à la fin. Au début, il y a une super préface de Christelle Tarot, qui est une historienne spécialiste du féminicide et qui procède, je le dis maintenant parce que je suis en train à une sorte de désexotisation du féminicide autochtone canadien. Elle dit en gros que c'est un féminicide comme il y en a ailleurs, comme il y en a depuis la nuit des temps, littéralement. Et donc, c'est super parce qu'elle le replace dans l'histoire du féminicide mondial. Et moi, ça a été, pour moi, de travailler avec elle sur cette préface, ça a été extraordinaire. Donc ça, c'est le début. Et la fin, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enquêté sur les 10 années qui s'étaient déroulées, enfin les 11, depuis la fin de mon enquête. Et pourquoi j'ai eu envie de cette réédition? Parce que le livre était enseigné au Cégep. Donc le Cégep, c'est les 17-20 ans au Québec, les gens qui ont entre 17 et 20 ans au Québec. Ça s'appelle le collège, quoi. Et je savais que le livre était enseigné tous les ans. Et j'étais hyper mal à l'aise qu'en 2022, ils continuent à lire un texte qui remontait à 2014, alors qu'il s'était passé des tonnes de trucs, et notamment des faits divers qui ont bouleversé, notamment au Québec, qui ont bouleversé, ailleurs, au Manitoba, qui ont bouleversé la donne, quoi, qui ont rendu encore plus urgente la nécessité de s'intéresser au féminicide. Et donc je me disais, c'est pas possible que des étudiants continuent de lire ce vieux truc. Et j'ai souhaité faire cette mise à jour. Et voilà, et ça a été hyper long parce qu'il s'était passé tellement de choses et il fallait quand même que j'enquête. J'étais pas sur place. Voilà, donc ça fait un gros chapitre de mise à jour qui fait, je crois, 50 pages ou un truc comme ça. Et où je reviens aussi sur où ça en est de l'enquête sur Mézy et Shannon. Bon, ça n'avance pas énormément. Mais j'explique pourquoi, d'ailleurs, pourquoi ça n'avance pas. Et évidemment, sur les nouvelles connaissances sur le féminicide et surtout sur les tentatives de réforme des institutions de santé, de la police, de la justice, comment les politiques ont dû se positionner, comment la notion de génocide s'est imposée dans la discussion, puisque maintenant on dit génocide des femmes et filles autochtones, donc il y a toute une explication sur pourquoi on dit ça. Donc voilà. Peut-être avant de conclure justement sur les suites, la réception de l'ouvrage et la question justement de parler
d'évoquer les sujets autochtones quand on n'est pas autochtone, j'avais Ça, quand j'ai même pas une question. répondu. J'ai pas répondu à C'était ça, ouais. la, la... En fait, ce que tu évoques sur la préface, ça résonne, enfin, ça me semble en tout cas résonner avec les questions d'intersectionnalité et donc comment on pense une violence qui est à la charnière entre le racisme colonial ou systémique, enfin peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas les questions liées vraiment aux droits des peuples autochtones et à la manière dont ils sont discriminés, maltraités, ils subissent des violences, et la question du féminisme en fait ou des droits des femmes et comment ça s'entremêle. Et alors ça aussi, ça a beaucoup évolué au moment entre enfin, la perception, c'est pas le sujet qui a évolué, mais la perception qu'on a de ces questions, elle a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Comment toi Ouais. tu l'as incluse, comment tu l'as pensée cette question? Oui, est-ce que elle était importante pour toi ou pas du tout? Mais, euh, ce sur quoi je peux te répondre, c'est que j'ai évolué moi dans le sens où je me suis aperçue que il me semble que j'avais sous-traité la dimension systémique du féminicide. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en travaillant l'année dernière en faisant la mise à jour à quel point les institutions étaient un acteur puissant du féminicide. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup plus en valeur dans le dernier chapitre, en fait, effectivement, dans le chapitre que j'ai écrit, c'est de montrer à quel point tout est imbriqué. Et d'ailleurs, euh, à l'inverse, ou en écho à ça, lutter contre le féminicide autochtone conduit à améliorer le sort des autochtones en général. C'est-à-dire que en travaillant sur le féminicide autochtone, les institutions sont conduites à améliorer la condition autochtone, par exemple, et à amorcer des formes de décolonisation. Par exemple, je donne l'exemple le plus, je trouve symptomatique. Aujourd'hui, les communautés peuvent, si elles le souhaitent, rapatrier la protection de l'enfance et de la jeunesse au sein de la réserve. Et c'est symboliquement gigantesque puisque c'est par les pensionnats, c'est-à-dire par l'enlèvement des enfants et le fait qu'ils aient été mis dans des pensionnats, qu'on a détruit en fait les communautés, littéralement. Et en récupérant la protection de l'enfance et en aidant l'enfance maltraitée à leur manière, c'est vraiment une amorce de décolonisation et ça vient de la prise de conscience de l'existence du féminicide, puisque le fait de se voir enlever ses enfants est un des parcours qui mènent au féminicide. C'est-à-dire que souvent les femmes assassinées, on leur a à un moment enlevé leurs enfants. Et donc, quand je dis systémique, c'est vraiment littéral, quoi. C'est-à-dire qu'en soignant, en essayant de comprendre la mécanique du féminicide, on intervient dans le système et on peut éventuellement l'améliorer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Tu as répondu enfin, Si, tu as j'ai répondu répondu à la question. à ma question. Du coup, peut-être pour conclure justement sur cette question de réception, donc on a bien compris que le Ouais, livre il s'est très bien diffusé au Canada, en France aussi d'ailleurs, mais peut-être bon, au Canada c'est encore ils sont directement concernés, donc c'est même si nous aussi on est directement concernés d'autres par ces problématiques-là. Euh, Est-ce qu'il y a une différence de réception entre la première édition et la deuxième édition? Et justement, en tout cas, enfin, nous, pour travailler aussi sur ces sujets, on sent qu'il y a aussi une évolution de cette question de qui parle et qui écrit et ouais. comment c'est perçu. Comment ça s'est passé pour toi avec Alors, ce... c'était un enjeu que j'ai tout de suite compris. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, je vais écrire sur les femmes autochtones assassinées au moment où les femmes autochtones réclament qu'on les écoute. Et je me suis dit, ça va être compliqué quand même. Et donc, j'ai fait super gaffe à ça. C'est-à-dire que, par exemple, lors du lancement du livre, c'est pas du tout moi qui ai parlé en premier, c'est des activistes autochtones qui ont parlé. J'ai fait la même chose d'ailleurs avec le livre suivant, où j'ai parlé en compagnie de la personne dont j'avais dressé le portrait. Donc j'ai fait super gaffe et j'ai publié dans le livre, il y a des écrits de femmes autochtones qu'on reproduit en annexe. Voilà. Euh, je sais que la question a été posée puisque une chercheuse est venue me voir en me disant, j'écris un article sur le fait que tu as écrit un livre sur les femmes autochtones alors que tu es blanche.
Et j'ai interviewé notamment ta préfacière. Ma préfacière à l'époque était une activiste autochtone. J'ai interviewé ta préfacière sur le fait que tu es blanche et tu as écrit sur les femmes autochtones et comment elle le prend. Et ce qui était génial, c'est que en gros, leur réponse, c'était, puisque une journaliste blanche peut sensibiliser de manière plus efficace que nous, autant en profiter. Donc, elles avaient un rapport très pragmatique en mon travail. Une forme d'instrumentalisation, mais que j'ai complètement acceptée. Et c'est ça qu'elles ont répondu à la chercheuse. Elles ont dit, ben ouais, mais Emmanuelle, quand elle écrit son livre, elle est déjà journaliste, voilà, ça va marcher. Elle parle aux Blancs. C'est vrai que j'ai toujours dit, je parle aux Blancs. C'est pas aux autochtones que je vais apprendre des choses. Alors, ce à quoi des autochtones m'ont dit, détrompe-toi, on a appris des choses. Mais quand même, principalement, je me voyais comme une courroie de transmission entre les problèmes autochtones et le lectorat non autochtone. J'avais pas d'autres prétentions, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup. Plus globalement, pour les étudiants, c'est une question qui croise, elle est particulièrement puissante en fait pour ce qui concerne les peuples autochtones parce qu'effectivement, c'est des gens, et notamment, il ne faut pas trop discuter des ethnologues ou des anthropologues avec les autochtones parce que vraiment, je le dis en souriant parce que vous avez aussi entendu Irène Bélier qui a essayé sans doute de faire son travail au mieux et qui est apprécié par plein d'autochtones, mais il y a vraiment, ils ont Un gros ressentiment, oui. voilà, il y a vraiment une impression, je dis impression sans jugement parce que je ne sais pas, c'est difficile de savoir quelle est la part de vrai, mais l'impression de s'être fait voler sa parole, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi plus globalement aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont victimes de violences ou de violations des droits humains. Et c'est important de penser ces questions. euh, de manière pas trop simpliste non plus, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est pas du tout normal de confisquer la parole des gens, notamment quand ils subissent des discriminations. En même temps, ça pose aussi la question de est-ce que on peut parler d'un sujet ou le dénoncer ou l'étudier selon si on est chercheur, journaliste, etc. Uniquement quand on est concerné directement par la question, c'est un vrai sujet. J'ai pas du tout de réponse, mais en tout cas, c'est un Oui, vrai oui, sujet et qui parfois est un peu simplifié. Et c'est la même chose aussi du côté même parfois du soin, du traitement. Et c'est une thématique qu'on retrouve aussi beaucoup, par exemple, sur la question des violences sexuelles. Et est-ce qu'il n'y a que les personnes qui ont vécu des violences sexuelles qui peuvent parler des violences sexuelles? C'est des vrais sujets. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement de balancier qui était très important parce que justement, qu'on retrouve aussi en médecine, hein, avec les patients, les médecins. C'est la même chose, on essaye de rééquilibrer les positions, mais qui pose aussi plein de questions éthiques dans l'autre sens, en fait, dont on s'aperçoit après. Et donc, c'était juste j'ai pas du tout de solution toute faite ou de réponse à vous proposer, mais en tout cas, c'est un sujet auquel il faut penser. Oui, c'est ça, il faut Euh, l'avoir en tête tout le temps, en fait. Il faut l'avoir en tête tout le temps, mais il ne faut pas s'interdire de travailler sur un sujet. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il ne faille pas travailler sur un sujet parce qu'on n'est pas concerné, parce que je pense que le fait que moi, par exemple, je ne sois pas concernée, ça m'a permis d'avoir un regard assez neuf, enfin, assez... par définition, le journalisme, c'est la distance. Donc, c'est ça qui nourrit la rigueur et l'honnêteté. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, moi, j'ai négocié tout ça en permanence. Et je voulais juste vous dire une blague inuite du Canada. Une famille inuite, c'est un, un homme, une femme, deux enfants et un anthropologue. Voilà. Une blague. Voilà, donc quand je dis que les anthropologues n'ont pas une excellente réputation, on y est. Voilà, mais effectivement, il y a un paradoxe à glorifier régulièrement, ou en tout cas à demander aux journalistes, mais aussi aux chercheurs, de manière plus générale, de l'objectivité, de la distance, et à le mettre enfin, tout le temps et en même temps d'avoir cette grosse discussion sur qui peut parler de quel sujet et avec quelles compétences. C'est aussi... Non, mais en fait, je crois qu'il faut rester à sa place, quoi. Moi, je suis restée à ma place de journaliste. J'ai jamais prétendu que j'allais expliquer aux autochtones ce qui leur arrivait à eux. Enfin voilà, c'est un truc subtil, quoi. Il faut trouver l'endroit où. Mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça s'est radicalisé, hein. Moi, je pense qu'on est enfin, moi, j'appelle ça l'adolescence d'une pensée. Je pense qu'on en est à un stade un peu paroxystique où ça passe pas bien. Et mon travail aujourd'hui, est-ce que je pourrais le faire aussi facilement?
ben peut-être pas, peut-être que ce serait plus compliqué. Il y a aussi la différence entre Canada anglophone et francophone. Je sais que du côté anglophone, ils sont beaucoup plus rigides sur ces questions-là et que peut-être j'aurais beaucoup de mal, j'en sais rien. Côté francophone, c'est un peu plus souple. Et donc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus de mal à travailler sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai été invitée, là, je pars à Montréal dans la semaine du 13 avril. Et je suis invitée dans la grosse émission autochtone de Radio-Canada, voilà, dirigée par des autochtones pour parler de la nouvelle édition du livre. Donc, Oh, très c'est bien. possible. Mais dans le cadre de la solidarité internationale, c'est vraiment un sujet parce qu'on a commencé vraiment le début de l'année en évoquant les questions de redevabilité et d'écart de puissance aussi, de pouvoir, même quand on est animé des meilleures intentions du monde, quand on fait de la solidarité internationale, on arrive quand même avec un passeport qui nous protège. On sait Mhm. qu'on peut rentrer chez nous, en fait. Ça fait Ouais, quand même un énorme écart. On a une puissance économique dont on n'a pas forcément conscience soi-même, mais qui est, même quand on est modeste, même le premier poste. Même quand on est en volontariat ou stagiaire, en fait, on a un pouvoir économique qui est colossal, en fait, par rapport aux gens qui habitent là où on est. Et donc, évidemment, en fait, ça fait écho aussi à toutes ces questions. C'est comment on traite avec cette problématique. Est-ce que du coup, tout est une relation néocolonialiste ou est-ce qu'on apporte quand même quelque chose et comment on gère aussi d'entendre ce que les gens ont à dire, qu'est-ce qu'ils veulent, sans leur imposer des choses. Bref, enfin, ça fait partie des questions éthiques qui sont assez complexes à résoudre et qu'on traite aussi tout au long de sa vie, en fait. oui, c'est ça. On est dans une tension permanente qu'il faut gérer. À laquelle il faut répondre tant qu'on peut. Enfin voilà, il y a pas de réponse toute faite, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. C'était super de t'avoir toute une heure pour parler avec nous. Moi, j'ai peut-être juste gardé les étudiants si jamais ils ont des questions sur leurs travaux de groupe. S'ils n'en ont pas, je vais les libérer aussi. Mais toi, on peut te libérer si tu veux. Merci beaucoup. Parfait. Si vous voulez, je peux vous mettre le site. Je suis allée le chercher tout à l'heure dans la discussion où il y a, voilà, bim. Si vous voulez aller regarder, enfin, je sais que tu as fait ce travail déjà, mais si vous voulez aller regarder quelques éléments sur le livre et sur l'autre livre aussi. Merci à tous, merci beaucoup Merci, et Merci à Emmanuel. Bonne toutes. beaucoup. soirée. Et à toutes. Bonne soirée. Est-ce que de votre côté à vous, vous avez des questions à poser sur vos travaux de groupe ou est-ce que tout va bien? Je ne vois aucune main qui se lève, personne qui me prend la parole, donc tout va bien. Alors, Formidable. moi, Ah, j'ai allez-y. une petite question. Alors, j'ai plusieurs questions concernant les différents examens. Par rapport aux travaux de groupe concernant l'oral, je ne me souviens plus de la durée de l'oral. Est-ce que vous pouvez me la rappeler, C'est s'il vous 30 plaît? minutes par groupe et en gros, c'est 20 minutes de Oui, présentation et après, il y aura des questions. d'accord, très bien. Et la deuxième question, ça concerne le 9 mai. Oui, Vous nous avez parlé d'un sujet qu'on aurait à 9 heures et d'une vidéo à rendre à 17 heures. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple de sujet pour savoir à quoi on va devoir répondre et est-ce qu'on a besoin d'être disponible jusqu'à 17 heures ou est-ce que ça peut se faire de manière un petit peu plus courte? ça peut se faire de manière plus courte. On peut vous envoyer des exemples de sujets, il n'y a pas de souci. Ça peut se faire de manière plus courte. On prévoit large pour que vous ayez le temps justement aussi de bidouiller, de faire voilà. Mais non, il n'y a pas besoin de l'entièreté pour pouvoir faire le sujet. D'accord, mais du coup, ça sera quoi? Répondre à une sorte d'appel à projet ou Ah non, enfin, pas du ça tout. sera... C'est un sujet enfin, je veux dire plus théorique. Vous allez choisir la manière dont vous y répondez, mais c'est un sujet, ça peut être par exemple la sécurité dans les ONG, par exemple. Ah d'accord, et après, à l'oral, on parle sur ce sujet pendant 15 minutes. Exactement, Ah, d'accord, c'est une sorte de restitution de connaissances, mais plus construite c'est sous forme ça. d'oral. Et après, selon les étudiants, chaque étudiant choisit l'angle aussi qu'il utilise. Il y a des étudiants qui font des choses plus académiques, il y en a qui font des choses plus originales. L'idée, c'est que ce soit traité. Alors, je me rappelle, je sais qu'on vous a écrit la durée de la vidéo attendue. Là, j'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus si c'est 10 minutes, 15 minutes, mais on vous le redira. Mais voilà, donc le but, c'est que vous ayez du temps pour y réfléchir, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de la totalité du temps pour le faire. Dernière petite question.
Concernant le cas pratique, est-ce qu'à tout hasard, ça serait possible de recevoir nos copies du premier semestre pour voir ce qui avait Alors après, ce qu'on été va faire, c'est qu'on va bien pouvoir fait, organiser mal des fait temps, mais pour moi, je les ai celui du plus, les deuxième copies, là, semestre ou pas? les copies, elles sont rendues, et là, moi, je vais pas rescanner toutes les copies, parce que je sais pas si vous imaginez le truc. Par contre, vous pouvez écrire sur la boîte mail, et on va organiser un temps pour pouvoir en discuter, et que j'ai le temps d'aller les chercher, et on pourra en discuter individuellement pour voir ce qu'il faut améliorer. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Alors c'est juste sur votre dernier cours sur les violences sexuelles faites aux femmes. Il me semble qu'il manque la deuxième partie. Je vais Donc, regarder, parce que je ne ouais, comprends pas pourquoi il manque cette deuxième partie, et j'espère qu'on va pouvoir rattraper, sinon il va falloir qu'on mette que les supports. ok. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, J'ai pardon. Allez-y, l'une ou l'autre, peu importe. euh, j'ai une question concernant l'oral pour la présentation des projets. Est-ce que vous voulez enfin, qu'il y ait un support, que ça soit structuré, enfin, on présente vraiment comme tel qu'on l'a fait à l'écrit ou alors que ce soit présenté de manière différente? Non, et vous pouvez le présenter de manière tout à fait différente. Alors, je pense que je vous invite à peut-être à retourner voir aussi le premier PowerPoint où il y a des choses qui sont, oui, qui sont indiquées. Mais non, vous n'allez pas pouvoir de toute manière. Vous ne pourrez pas en 20 minutes dire tout ce qu'il y aura dans votre note conceptuelle et ensuite, ce serait assez fastidieux. Donc, l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'on comprenne enfin, il faut que vous présentiez les éléments essentiels de ceux qui sont dans la fiche, que vous passiez à peu près un peu le tour, mais que vous choisissiez l'ordre dans lequel vous allez présenter, que vous fassiez des priorités, que vous priorisez ce qui est important à présenter à l'oral. Il faut nous convaincre et nous donner envie de financer votre projet. En gros, c'est ça l'exercice, sans forcément tout redire. On aura l'écrit de toute manière. Sur le support, non, parce que comme on est à distance, l'idée c'est de en fait, c'est quand même un exercice oral. Donc le but c'est quand même qu'on vous voit, qu'on vous entende correctement et qu'on ne voit pas, qu'il n'y ait pas les 4/5 de l'écran qui soient pris par une présentation. Donc non, pas de présentation, juste vous tout simplement. D'accord, très bien, merci. J'avais une question concernant, on a eu un retour sur notre synthèse de notes et, euh, et on nous a demandé de la renvoyer pour demain. En revanche, notre semaine a été à chacun tous. C'est pas grave. Si vous renvoyez la semaine prochaine, vous n'aurez pas de. C'est Ok, pas vous êtes dramatique. flexible, super. Je suis flexible. Non, non, il n'y a pas de Merci. souci, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Génial, bah, comme ça on aura le temps de certainement se mettre d'accord. Pardon, merci. Sur les vidéos, oui. Ça, par contre, c'est pas moi qui les ai corrigées, donc je vais transmettre. Envoyer, c'est pareil. Envoyer un mail sur la boîte mail du DU, s'il vous plaît, pour que je puisse le partager, votre demande. Je parle à Fleur, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, du coup, en lien avec la deuxième partie de la vidéo, si on l'a pas, est-ce qu'on pourrait avoir au moins les deux derniers supports, les deux cours sur femmes et violences sexuelles? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que j'ai oublié de les mettre, mais je vais vous les Top. mettre. Merci beaucoup. Si c'est bon, je vous laisse. Bah écoutez, de toute façon, on va se voir pour les présentations de groupe, donc ce n'est pas terminé encore tout à fait. Mais bon courage pour rédiger vos notes conceptuelles. Et puis, ben, j'espère que là, cette séance un peu atypique vous aura intéressé. Euh, et puis donc, on reste disponible par mail pour que vous puissiez terminer vos travaux de groupe dans les meilleures conditions. Et également, pareil, pour les examens, on reviendra vers vous par mail. Voilà. Bonne soirée à tous, merci. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Merci, bonne soirée.